question est géniale. Tous les êtres humains ont une vie spirituelle. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va tout envisager en termes de performance. Moi, je ne peux pas parler en public. Moi, je peux pas y aller. Mais non, c'est pas vrai. Si tu ne fais que lire ou écouter des gens avec qui tu es d'accord. Mais en fait, c'est naze. Si je pouvais lui donner un conseil, le mec se prend pour n'importe qui. François-Marie, Fabio, tu as grandi dans un monde où tout le monde veut avoir raison, alors que toi, très tôt, tu as préféré comprendre. On t'a appris des réponses, toi, tu as appris à questionner les questions. Tu as choisi la philosophie, non pas pour t'élever au-dessus des autres, mais pour éclairer ce que beaucoup préfèrent laisser dans l'ombre. Nos automatismes, nos illusions, nos biais qui mènent la danse sans qu'on les voie. Tu rappelles souvent qu'on ne naît pas intelligent, on le devient. Qu'il ne s'agit pas d'un don, mais d'un entraînement. D'un travail honnête, patient, parfois inconfortable, sur ses propres certitudes. Dans ton livre, tu montres que penser n'est pas naturel, que notre cerveau adore nous tromper, par facilité, paresse ou peur. Alors tu apprends aux gens à repérer ces pièges, à muscler leur esprit critique, à devenir moins sûrs, pour devenir plus lucides. Tu parles de l'intelligence comme d'une compétence, pas comme d'un statut, comme d'un mouvement, pas comme d'un trophée. Ce soir, tu ne viens pas donner des leçons, tu viens offrir une méthode, la tienne. Pensez mieux, pensez vrai, pensez surtout avec humilité. Bienvenue François-Marie, dans cet endroit où l'intelligence n'est pas un spectacle, mais une respiration. Bienvenue dans The Brain. Merci Fabio. Merci, ça me touche ça. Très très content de te recevoir, François-Marie. On te reçoit dans le cadre de ton livre donc Devenir plus intelligent, c'est possible, qui est paru je crois en 2025. Yep. En juin. Toi, tu es docteur en philosophie, donc tu as plusieurs casquettes, on va y revenir. Donc tu es professeur dans différentes organisations en France, donc dans le privé, dans le public, on en parlait tout à l'heure. On reviendra un petit peu là-dessus. Et puis tu es créateur de contenu, notamment sur TikTok, Instagram, YouTube aussi, sur des formats un petit peu plus longs. Et tu vulgarises la philosophie. Ouais. C'est une intuition que j'ai eue pendant le premier confinement, où en fait je me suis dit, mais où se trouve un lieu de transmission? Eh bien, il y avait les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas normal que des gens aient à payer pour apprendre la philosophie. Résultat, autant l'offrir à tout le monde. C'est un peu ce que je dis souvent, c'est la nouvelle agora. Tu vois, l'agora dans la Grèce, c'était la rue. Voilà. Et en fait, tu avais les différentes écoles de philosophie, tu pouvais croiser un Épicure en même temps qu'un Zénon pour le stoïcisme et tout ça. Et tu peux avoir les avis différents. Exactement, en c'est face ça. de toi. Ouais. Exactement. Et puis tu te poses une question, tu peux écouter quelqu'un, t'es pas pris en otage d'une classe, t'es pas pris en otage d'un amphithéâtre, t'écoutes. Et puis ça peut paraître hyper paradoxal, le fait de dire on fait de la philosophie qui est plutôt un schéma de pensée qui est complexe, qui pousse à justement rechercher, en se disant on le met sur les réseaux sociaux qui est plutôt justement une ligne de pensée où on doit... En tout cas, on nous pousse à penser un petit peu plus rapidement. Ça peut paraître paradoxal. Oui, et puis en plus, les réseaux sociaux sont souvent axés sur le divertissement. Ouais. Et le propre du divertissement, c'est donc de nous divertir. Donc, c'est de nous faire échapper aux questions qui vont nous saouler. On a envie de se vider la tête, on a envie de sortir de ça. Et moi, le premier, en fait, je dois avouer que le modèle sur lequel j'ai fait mes premières vidéos sur YouTube, c'était un modèle diverti philo, quoi. Entre les deux. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que oui, le divertissement, c'est très bien. Je suis pas le meilleur pour en faire. Il y en a qui le font vraiment mieux que moi. Mais par contre, il y a un lieu que je peux faire, que je peux proposer. Quelque chose que je peux proposer. C'est justement la philosophie. Alors justement, moi, je suis pas d'accord avec toi sur l'aspect complexe. Ouais. À mon avis, s'il y a quelqu'un qui te parle et que c'est compliqué, c'est qu'il maîtrise pas bien son sujet. Ouais. Normalement, ce que tu maîtrises, tu es censé être capable de l'exprimer simplement. Tu le dis un petit peu dans ton livre, on va y revenir justement par rapport à ça. On va parler du coup de ton livre, des sujets que tu abordes un petit peu aussi sur les réseaux sociaux, de l'association que tu as choisi de soutenir qui s'appelle Parole d'Homme. On y reviendra tout à l'heure aussi pendant l'interview. Mais j'aimerais te poser une première question, c'est par rapport à ton enfance. Je sais que c'est une période qui détermine énormément de choses sur notre comportement et nos attitudes dans la vie. Comment t'étais toi quand t'étais enfant, pour qu'on comprenne un petit peu le personnage?
L'enfance, tu la mets à quel niveau d'âge à peu près? En Enfin, fait, c'est un jusqu'à peu, quel âge? ouais, c'est un peu toi qui choisis, mais je dirais les premiers souvenirs déjà que tu as dans ton enfance, et puis après sur ce qui en découle. Alors, ouais, alors j'ai un premier souvenir qui est absurde, qui est complètement absurde. C'est je suis dans un lit à barreaux et je vois sur le mur des traits de lumière, des petits traits de lumière, etc. Et en fait, c'est le soleil qui passe à travers les volets, tu sais, Ouais, ouais. les volets Qui tu sais, laisse passer un tout roulants, petit peu de lumière, ouais. et qui laisse passer un tout petit peu de lumière. Et je me souviens tout petit, en fait, essayer de. Ça va paraître complètement absurde, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mm. Qu'est-ce que c'est que ces traits de lumière qui apparaissent sur mon mur alors qu'il n'y en a pas? Bon, voilà. Donc j'étais petit, parce que je pense que c'était vers 4 ans, tu Oui, vois, si t'es dans un lit à 3-4 ans. barreaux, Lit à barreaux, ouais, c'est par la ça. force des choses. Alors, ouais, peut-être. À moins que tes parents soient un peu méchants, Ouais, mais c'est ça. Moi, que je suis resté dans le lit à barreaux très longtemps, mais non, non, non. Mais et voilà, c'est un premier souvenir. Mais pour te dire, en fait, j'étais un enfant qui était très très curieux. mais c'est ce que j'allais dire. C'est Ouais, évocateur ce que tu racontes quand ouais. même sur l'anecdote. Ouais, je me rappelle, en fait, il y a deux personnes qui ont beaucoup joué dans cette curiosité. C'est mes deux grands-pères. Un qui est décédé là cet été, qui était viticulteur à la base et puis qui est devenu postier, mais qui était un passionné de jardinage, de culture de la terre et tout ça. Mhm. Et en fait, qui m'a montré comment fonctionnaient comment fonctionnaient, voilà, les choses qui poussaient. Et ça m'a toujours fasciné. Et puis, mon autre grand-père, qui était, je me rappelle, m'asseoir à côté de lui le soir et on regardait le ciel parce que les étoiles me fascinaient. Je me disais, D'accord. mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il m'expliquait, alors que j'avais 6-8 ans, ce que c'était qu'un trou noir. Mais tu Mm. t'imagines, enfin, moi, je Bien captais sûr. un mot sur quatre de Ouais. ce qui était dit, tu vois, mais ça me fascinait de ce genre de choses. Donc, un enfant très curieux. Curieux sur tous les domaines en plus, parce que Ouais, du coup, il y a l'agriculture, etc., c'est plutôt une science du concret, entre ouais. guillemets. Bon, l'astrologie, etc., aussi, mais peut-être un petit peu moins pour Alors l'humain. l'astrologie, pas encore, c'était ouais, mais les étoiles, quoi, je suis Ouais, d'accord. Mais par contre, j'étais un enfant aussi. Je suis issu d'une famille chrétienne, ouais, catholique. J'étais un enfant très spirituel, d'accord. très spirituel. euh, Paradoxalement, ce qui me touchait dans cette religion, c'était moins les aspects concrets que les aspects justement beaucoup plus la question du bien, la question de la Je vérité, la comprends. question de ce genre de choses. Là, voilà. Euh, à la négative, j'étais un enfant assez inquiet. Euh, Souvent, je pense que les personnes qui sont très tentées par le monde rationnel, le Mm, monde des mm, idées, ont souvent des inquiétudes un peu existentielles de qu'est-ce que je fais ici, bien pourquoi sûr. je suis là, etc. Et moi, c'était très tôt, c'était déjà dès l'enfance, en fait. Là où, pour certaines personnes, ça arrive au moment de l'adolescence, tu vois, où tu te dis, bon là, quel métier je vais faire, qu'est-ce que je récupère de mon éducation et qu'est-ce que je vais laisser de côté et tout ça. Et en fait, moi, très tôt, c'était déjà présent. En plus, je suis dernier de De la famille famille, ouais. et je suis le seul gars. C'est-à-dire, j'ai trois sœurs, trois merveilleuses sœurs avant moi. Et donc, résultat, il y avait quand même une petite solitude Ouais. euh, qui m'obligeait À réfléchir, à réfléchir. s'ennuyer et Exactement. être créatif, ouais. Exactement, c'est Ouais, on ça. en Ouais, a déjà ouais, parlé plusieurs fois dans les ouais. interviews, ça revient souvent ce sujet-là. Et tu penses que la religion, alors là, nous on a parlé du christianisme, Mm. mais dans sa globalité, est un outil d'éducation pour les gamins? Oh, la question est géniale. Euh, un outil d'éducation. Alors, en fait, je pense que euh, il y a une vie spirituelle. Ouais. Tous les êtres humains ont une vie spirituelle, et comme toutes les dimensions de la vie, je pense que cette dimension-là est à éduquer. Je crois que les religions peuvent, euh, si elles sont décorrélées de l'aspect de vérité, si elles sont décorrélées de l'aspect de liberté, Ouais. de conscience de ce que l'on fait, elles sont des outils anti-éducatifs. Mm. Et qui peuvent tordre en fait un Mm. enfant, hein. C'est-à-dire que un enfant, c'est tout bête, mais un enfant, tu le fais culpabiliser sous prétexte qu'il y ait le créateur de l'univers qui s'intéresse au fait qu'il ait menti ou qu'il n'ait pas menti, ou qu'il ait mangé tel aliment ou pas tel aliment. Pour un enfant, c'est terrible en fait. Mm. Moi, je me souviens que ça me questionnait déjà. Alors heureusement, j'avais justement mes éducateurs, mes parents et mes grands-parents
qui me faisait bien comprendre que si Dieu est Dieu, il est bien, il est bon. Donc, Il est bienveillant. Il est bien, puis il est pas mesquin. C'est-à-dire que la mesquinerie, c'est notre truc. Le créateur de l'univers, c'est-à-dire le mec qui te fait les trous noirs, les galaxies, les machins, les trucs comme ça, il va pas être derrière toi en train de dire attention, là, t'as mangé du cochon, ou là, ça me semblait moi très incohérent. Et sauf que je pense que pour un enfant, c'est pas les trucs qu'il faut mettre en avant. D'accord. Les choses qu'il faut mettre en avant, c'est davantage, mais tu as une appétence pour le divin, pour la vie spirituelle, pour ce genre de choses. Et ben en fait, tu as une appétence pour le vrai, pour le bien, pour ce genre de choses qui vont vraiment développer aussi ton humanité. Et ta morale. Et ta morale, Ouais. exactement. Ouais, Ouais. Et la morale, non pas une morale du devoir, c'est-à-dire que tu ne vas pas aimer quelqu'un parce que Jésus t'a demandé de l'aimer. Non. Non, tu vas l'aimer parce qu'il est aimable. Il a quelque chose en lui qui est aimable. Ouais, Parfois, c'est un parfait abruti, mais au-delà de cet aspect abruti, eh ben, il est aimable. Et voilà. Moi, je pense que c'est, pour répondre à ta question, je pense que donc, la religion, elle peut à la fois vraiment éduquer, et en même temps, elle peut scléroser. Donc, il faut voir comment on l'utilise. Oui, comment on l'interprète et comment on l'utilise. Ouais. Exactement. Tu as écrit, donc on en a parlé, mais tu as écrit le livre donc Devenir plus intelligent, c'est possible, donc aux éditions Serre. Ouais. Il est juste là, donc juin 2025, on a Exactement, dit. Ouais. Donc livre très intéressant où on parle de différents sujets sur lesquels on va revenir pendant le podcast, notamment sur la définition de l'intelligence, parce que tu définis l'intelligence, et j'aimerais bien que là, aujourd'hui, tu nous parles de l'intelligence et de ce que c'est et comment tu la conçois et comment tu la présentes dans le livre. Ouais. Alors l'intelligence, je commencerai par habituellement ce qu'on dit qu'elle est alors qu'elle ne l'est pas. À l'école, on t'a dit être intelligent, c'est celui qui fait des liens, celui qui est intelligent, c'est celui qui est capable de s'adapter, Oui, bah d'accord. Donc ça veut dire qu'un poisson rouge est intelligent. Or, c'est pas ça. Quand on parle de l'intelligence humaine, on parle pas de ça. L'intelligence humaine, c'est une faculté de connaissance. C'est-à-dire que de la même manière que tu es en train de toucher tes feuilles et que tu es en train de les connaître, que tu es en train de voir, que je suis en train de te parler, tu m'entends, etc., un peu comme nos sens, un peu comme notre vie émotionnelle aussi parfois, eh bien, notre intelligence, elle nous permet de connaître les choses. Et elle les connaît avec une manière qui est un peu particulière, c'est qu'elle le connaît par abstraction. C'est-à-dire qu'elle vire tous les détails et elle ne garde que la nature de la chose. Par exemple, tu as tenu ce livre ou cette tasse, tu vois, je te dis c'est une tasse. Oui, mais en fait, le mot tasse pourrait convenir à toutes les tasses du monde. Ça prouve bien que mon intelligence, elle abstrait cela. Bien sûr. Et ensuite, ce que j'ai compris de ça, eh ben, je vais l'exprimer avec des mots. Des mots qui sont complètement absurdes. Quand tu y réfléchis de manière... tu prends un peu de recul. Le mot recul, par exemple, c'est recul. Je veux dire, il y a aucune... ça ne te fait pas comprendre mieux ce qu'est le recul. Ce qu'est le recul, c'est pas les sons qui vont t'aider là-dessus. C'est bien qu'il y a un concept derrière ce son. Et l'intelligence, être plus intelligent, c'est quoi? Ça va être capable de améliorer cette faculté de connaissance. Tu connais très bien le milieu du sport. Tu sais très bien qu'on peut avoir de très très grands désirs en termes sportifs. Tant qu'on ne se met pas à pratiquer, en fait, ça fonctionne pas. On n'atteint pas les désirs. Ah ben, on n'atteint pas les désirs. Tu peux être dans ton canapé en train de te dire ce serait tellement bien que voilà. Non, il faut que tu te disciplines et voilà. Donc ça prouve bien que même si la course elle est naturelle, tout le monde a couru parce qu'il ratait son bus, etc. Si tu veux en faire une vraie course, il faut que tu travailles, il faut que tu l'améliores. Il faut que tu répètes. Il faut que tu répètes. Tout l'enjeu, tu vois, de ce livre, c'est d'expliquer que l'intelligence c'est pareil. Il y a des actes spécifiques à l'intelligence. Il y en a 3 en fait. Définir les choses. Deuxièmement, questionner et en plus répondre, dire la vérité. Et troisièmement, argumenter. Ces 3 choses, ça ne s'improvise pas. Il faut le travailler. Si tu ne le travailles pas, bah en fait, tu vas un peu rester ras des pâquerettes en termes de ton intelligence. Tu vas être comme le gars qui court derrière son bus, qui n'a jamais couru de sa vie et qui finit très mal en fait d'ailleurs. Et on dit souvent qu'il y a plusieurs types d'intelligence qui peuvent exister, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ces différents types d'intelligence? Parce que je sais, je te disais, moi personnellement, que sur les conversations que j'avais des fois, que certaines personnes à qui je m'adressais, etc., considéraient que par exemple l'intelligence émotionnelle n'était pas un vrai type d'intelligence. Tu vois? Est-ce que tu peux... Mais en fait, l'intelligence émotionnelle, le problème c'est qu'on a appelé ça intelligence émotionnelle, et donc pour ceux qui ont une intelligence émotionnelle, ils se disent mais pas du tout. C'est pas pourri. Du tout. C'est pourri. Exactement. On m'a donné ça pour me consoler. Parce que, voilà. Mais pas du tout. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est ton intelligence qui regarde tes émotions, les envisage et décode ce qu'elles sont en train de te dire. Quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle aiguë, c'est quelqu'un qui décode très très bien
l'émotion. Et tu as des gens qui sont stupides dans cette manière de décoder. Tu en as d'autres qui sont redoutablement intelligents. Donc la qualité d'empathie. Alors, À la vrai dire. qualité d'empathie, elle joue. L'intuition des personnes. Oui, Tu aussi. as des gens qui sont capables de te dire cette personne, tu la suis pas, ou cette personne, elle est géniale, tu peux lui faire confiance. Comment ils ont su ça? Mais c'est qu'en fait, leur capacité d'abstraction, c'est retourner sur leur émotion. Ils se sont dit, dans cette émotion, je perçois ça, et hop, ils arrivent à saisir toujours quelque chose. Les enfants, tu regardes, tu as certains enfants qui ont une très grande intelligence émotionnelle. Tu as des enfants, mais pas du tout. Oui, bien sûr. Qui repèrent rien du tout et qui sont des gros bourgs infinis. Ouais. Et bah oui, mais ça prouve bien qu'on a des dispositions. Et tu peux la travailler, ton intelligence émotionnelle. À nouveau. La seule difficulté, c'est que souvent on se coupe de nos émotions quand on travaille notre intelligence, ce qui est une erreur fondamentale parce que notre intelligence n'est pas la seule chose qui nous donne des infos sur le réel. Et contrairement à ce que je fais d'habitude, mais c'est très binaire comme question, et ça vient de me venir. Mais si tu devais, Ça par va me exemple, plaire. non, mais si tu dois citer quelqu'un que tu trouves très très intelligent de manière concrète, toi, dans la société actuelle, que tout le monde peut connaître ou autre, que tu trouves très très intelligent, via Vivant. les définitions que tu nous as données, vivant ou mort, tu fais comme tu veux. Alors, vivant, moi j'ai été... c'est des gens que les gens connaissent pas forcément. Mais si, moi je connais quelqu'un qui est très intelligent à mon sens. Il s'appelle Henri Mongis. D'accord. Profondément intelligent. Et tu reconnais les gens intelligents parce qu'ils sont gentils. C'est particulier. Les gens stupides sont méchants. Ouais. Quelqu'un qui est intelligent, il est gentil. Ce qui est un signe, parce que ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui est méchant, c'est qu'a priori, il n'est pas vraiment intelligent. Il y a de grandes tu vois. chances que... Ouais. Donc Henri Mongis, qui pour moi c'est un professeur d'université qui est à la retraite maintenant, et qui est à Tours, enfin qui était à Tours. Voilà. J'ai une autre personne que je trouve très intelligente, supérieurement intelligente dans sa capacité d'abstraction, qui s'appelle Emmanuel Brochier, qui est le doyen de la faculté libre de philosophie et de psychologie à Paris, là, qui a d'Enfer Rochereau, et qui est, à mon sens, qui comprend les choses avec énormément de recul, et qui a une intelligence même politique dans les projets qu'il fait, etc., qui est très très forte. Et voilà, et qui a une recherche du bien et du vrai. Moi, je peux pas l'enlever, tu vois ça. C'est-à-dire que y a des gens qui me disent, mais regarde, tel homme politique, il est très intelligent, tel machin, etc. La plupart du temps, ce qu'on appelle intelligence à ce moment-là, c'est des gens qui sont très malins. Malin, tu reconnais qu'il y a un mot dans le mot malin. Malin, oui. Il y a le mot mal, tu vois, dedans. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est des gens qui vont réfléchir à peut-être plus à leur tambouille que au bien réel ou à la vérité. Bien sûr. Et tu parles aussi dans ton livre des biais cognitifs. Donc notamment le biais de confirmation, biais d'autorité, etc. Est-ce que tu peux nous donner des exemples qui sont parlants pour que les gens comprennent un petit peu concrètement ce que ça veut dire? Le biais cognitif, moi ce que j'aime bien, c'est par exemple la circularité d'un raisonnement. Tu vois, j'ai déjà rencontré ça. Tu sais, à la sortie des bouches de métro, parfois tu as des témoins de Jéhovah qui t'attendent. Bon, moi, pendant une époque, j'aimais bien leur parler parce que voilà, je me disais que c'était intéressant, je pouvais discuter qu'est-ce que c'était que leur religion et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte d'un truc. Il me disait Dieu existe. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Et je leur dis mais pourquoi la Bible est vraie? Parce que c'est Dieu qui le dit. Et donc en fait c'était hyper circulaire, tu vois. Et je me disais mais c'est la catastrophe en fait. Oui, du coup il n'y a pas de questionnement profond. Tu peux plus. On rentre dans le mur à un moment donné. En biais de confirmation, tu as un exemple. Alors là je ne vais pas me faire des copains, mais tu as un exemple de deux philosophies. Par exemple la philosophie marxiste qui te dit que tout est lutte. Et si tu dis je suis pas d'accord, je te dis voilà la preuve. Tu luttes. Tu luttes en fait. Tu es en train de lutter. Et donc en fait tu peux pas en sortir. La deuxième c'est la psychanalyse, le freudisme, tu vois, c'est-à-dire en gros, si t'es pas d'accord, c'est que en fait ton inconscient refuse quelque chose qui est dans cette théorie, et donc tu fais que confirmer la théorie de l'inconscient. D'accord. Et tu vois ce genre de truc, en fait, c'est on te renvoie le truc. C'est pour ça que tu parles de circularité, c'est qu'en fait, t'es enfermé dans une boucle qui te renvoie au concept qui a été créé. Et toutes les pensées systématiques, malheureusement, sont comme ça. C'est-à-dire que elles n'admettent pas, pardon, la remise en question et ça a créé des grosses crises dans l'histoire. Tu regardes Galilée, tu regardes les crises scientifiques, c'est souvent des gars qui disent mais votre système en fait il fonctionne plus, faut en sortir, faut trouver autre chose quoi. Et justement on parle un petit peu justement de décisions politiques et de ces biais. Est-ce que toi tu trouves qu'aujourd'hui on vit dans une société qui valorise un petit peu plus le bruit
à la réflexion par rapport aux décisions politiques ou aux discours qu'on entend, nous, possiblement à la télé ou sur Internet. Alors, j'aime beaucoup ton image là, le bruit. Euh, quand tu entends un bruit, quand tu parles du mot bruit, en fait, la spécificité d'un bruit, c'est que c'est pas reconnaissable. C'est pas un son, Ouais. c'est un bruit. Mhm. Je pense qu'on est dans une société qui favorise pas tellement le bruit, mais qui favorise le bavardage. C'est-à-dire qu'on parle énormément pour pas grand-chose. Et quand tu regardes, alors je sais qu'on m'a reproché ça sur par exemple les chaînes d'infos en continu, etc., de dire que dans le livre justement j'en parle des chaînes d'infos en continu. À mon sens, c'est pas une très bonne chose. Mais pourquoi ? Parce que c'est des paroles incessantes. Et en fait, il y a très très peu de concepts, il y a très très peu de contenu. Je me souviens, c'est terrible, il y a certains cours auxquels j'ai assisté, tu connais parce que toi aussi tu as été à la fac, où il y avait un cours qui était focalisé, par exemple, sur une théorie philosophique fausse. D'accord. Et on passait 21 heures à développer cette théorie, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais un de mes camarades, moi, il pétait un câble. Lui, il levait le doigt, il disait, mais est-ce que c'est vrai ? Et en fait, le gars s'en fichait complètement. Mais de savoir si c'était vrai ou faux. Il disait, non, le but, c'est d'étudier, après, on s'en fiche. Mais ça, dès Sénèque, on en parlait. Hein. Sénèque, il déclare, il y a des gens qui se font un devoir de savoir le nombre d'éléphants qu'Hannibal a utilisé pour envahir la Grèce. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ouais. Ce qui était important, c'était savoir qu'il avait envahi la Grèce. Donc, tu vois, c'est ce genre d'information, de bavardage continu qui ne nourrit personne. Oui, bien sûr. Et en fait, tu as beaucoup de gens qui sont affamés. Et vraiment, j'ai des témoignages, moi, sur les réseaux sociaux, qui me remercient de mettre en ligne les cours et qui me font des messages qui me touchent, mais en plein cœur, parce que c'est Tolkien qui disait ça, tu vois, l'auteur de Seigneur des Anneaux. Il reçoit une lettre d'un jeune qui lui dit « Mais monsieur, le Seigneur des Anneaux, ça a changé ma vie, merci, etc. » Et lui, il écrit une lettre à un de ses collègues en disant « Mais tu vois, j'ai reçu ça comme lettre. C'est fou comme une petite goutte d'eau a eu comme je n'ai pas la citation exacte, je reproduis. C'est fou comme en fait une si petite goutte d'eau a eu comme effet. Ça te dit le désert dans lequel on est. Et en fait, moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire que des réflexions, je me sens pas très intelligent. Je te dis, moi, je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont supérieurement intelligents. Il y a des gens qui sont bien plus intelligents que moi. Il y a des gens qui sont sûrement plus bêtes que moi. Mais en tout cas, je me sens pas le plus intelligent du monde. Et donc, les cours que je fais, bah, voilà, beaucoup de gens pourraient le faire. Et ben en fait, le fait de voir qu'il y a beaucoup de gens que ça touche, ça te dit l'état en fait de néant dans lequel en fait ils ont été nourris, dans lequel ils ont voilà, c'est des gens qui me disent mais enfin quelqu'un qui a pas un avis binaire sur une question, enfin bah oui, mais en fait c'est le propre de l'intelligence humaine normalement, c'est quand on est connecté au réel quoi. Et quand je préparais l'interview, il y a une question qui m'est revenue, on était plusieurs et la question qui a été posée, et c'est intéressant parce que moi je me la posais pas moi-même, c'est est-ce que la philosophie, elle sert au concret ? Est-ce que la philosophie aujourd'hui, elle peut servir à des exemples concrets ? Parce que très souvent, il y a beaucoup de gens qui ont ce biais, je me suis rendu compte de ça, que la philosophie, en fait, ça servait pas à grand-chose et juste à beaucoup réfléchir. Mais est-ce que concrètement, ça nous sert à quelque chose sur le terrain, concrètement ? Alors les gens qui aiment pas quand j'ai une parole un peu relâchée, ils aimeraient bien que je sois un petit peu... En gros, on prend la philosophie pour de la branlette intellectuelle. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu tout un délire d'assimiler toute activité de pensée à de la philosophie. Te demander si tu existes, te demander si réellement tu connais les trucs, c'est du délire et il faut le laisser tomber. La philosophie, tu vois, ça vient du grec, amour de la sagesse, ça avait pour vocation d'aider ta vie à mieux vivre. La plupart des philosophies, c'était de se dire, mais le but, c'est d'être heureux. Donc, comment on agit pour être heureux ? Donc c'est du concret. Donc, c'était hyper concret. Ouais. C'était en gros, mec, en fait, il y a un truc qui me perturbe. Je te prends l'exemple, les épicuriens. Il y a un truc qui me perturbe, c'est la souffrance. Comment je deal avec la souffrance ? Les stoïciens, il y a un truc qui me perturbe, c'est que j'arrive pas à être maître de moi-même, j'ai des projets et je suis handicapé. Eh bien, très bien. Comment tu le fais ? Et c'était ça. Et savoir ce qu'est Dieu, savoir ce que c'est que l'homme, etc., n'avait pour vocation que d'aider à mieux vivre. Ouais, je comprends. Si la philosophie, elle est plus capable de t'aider à ça,
c'est qu'a priori, tu n'es plus dans la philosophie. Ouais, c'est plus de la philosophie. Non, mais c'est intéressant c'est cette de la pensée, réponse-là. ouais. Ouais, c'est juste de la pensée. Parce que justement, ça avait un impact concret sur certaines Mais des évidemment. sociétés. Et justement, la prochaine question, c'est est-ce que la philosophie, mais tu y réponds un petit peu, politiquement, par exemple, je prends le cas, si je dois donner un exemple concret, aujourd'hui, le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'il philosophe beaucoup, s'il réfléchit beaucoup, est-ce que ça peut être un frein pour sa prise de décision? Ce serait bien qu'il se freine un peu, Emmanuel Macron. Non, en fait, ça dépend de la philosophie qu'il va étudier, ça dépend de l'activité de pensée qu'il a. Si je pouvais lui donner un conseil, le mec se prend pour n'importe qui. Si je pouvais, non, mais si je pouvais lui donner un conseil, c'est il y a un moment, réfléchis au vrai et réfléchis au bien. C'est-à-dire, quel est le bien des personnes et quel est le vrai? C'est-à-dire, arrête de mentir, arrête de te mentir, constate le réel. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, quel est le bien? Pas forcément le bien absolu. On s'en fout de l'humanité. Qu'est-ce qui se tient tire par la vers main. le bien? Mais qu'est-ce qui tire vers le bien? Quel est le bien concret? Comment Bien tu sûr. peux améliorer Bien sûr. ce que font tes concitoyens? Alors après, il y a une chose, c'est que moi, en tant que philosophe, je suis très, mais très, j'allais dire handicapé, mais c'est vrai, pour comprendre la vie politique actuelle. Moi, les clowns qui sont à l'Assemblée nationale, je dis clown, ça n'a rien d'insultant. C'est-à-dire que pour moi, un clown, c'est quelqu'un qui joue le jeu d'une émotion. Bien sûr. À l'Assemblée nationale, c'est constant. Ils s'indignent de trucs pour lesquels ils en ont rien à faire. Ils se félicitent de trucs pour lesquels ils en ont rien à faire. Ouais, juste pour gagner des... Mais juste pour que... et parce qu'ils savent qu'ils sont filmés. Bien sûr. Et on le sait, nous, dans l'activité de vidéaste, etc., il y a une difficulté à partir du moment où tu as l'œil de la caméra qui est posé sur toi, à être le plus naturel Bien possible. sûr. À partir d'un certain moment, tu y arrives, enfin voilà, c'est une habitude. Mais eux, on a l'impression qu'ils sont en clown tout le temps. Ils sont en représentation tout le temps. Ouais, Exactement. ouais. Et en fait, regarde, mais simplement, Jean-Luc Mélenchon qui se fait choper parce que il est dans un cortège et il dit à quelqu'un en se marrant, au moins on parle de nous. En se marrant, il voit qu'il y a les caméras, il se met à pleurer. Mais Jean-Luc, tu pouvais être simplement vrai. Oui, c'est que de l'image. Voilà. Oui, concrètement. Et en fait, ça rend très handicapé pour la question politique. Et résultat, on fait souvent ce procès aux philosophes de dire mais tu te désengages de la politique. Oui, mais parce que ça, c'est pas de la politique. Non, c'est pas de la politique. Ils en ont rien à faire. Il n'y a aucune réflexion. C'est Exactement. savoir qui nous regarde et qui est en train de se dire ah oui, c'est Exactement. bien ce qu'il fait, mais oui, c'est du faux. Exactement. Et Ouais. puis même, tu te rends compte, là, on est sur l'actualité vraiment actuelle. Fraîche, ouais. Mais des gars qui te parlent de envisager la possibilité d'entrer en guerre avec d'autres pays, etc. Mais tu as toute la population qui te dit mais on ne veut pas. Bien sûr. C'est quelque chose on ne souhaite pas. Mm. Éviter la guerre. Proposer la paix. Et les mecs nous parlent que de guerre. Il y a un moment, mais Oui, on est rempli de ça, ouais. mais c'est incroyable. Et tu te dis, mais c'est ça la vie politique. Bien Et sûr. on te propose il faut que tu sois pour tel camp. Et si t'es pas pour tel camp, tu vas être pour l'autre. Mais non, je peux très bien ne être pour aucun des camps. Laissez-moi tranquille. Tu vois. Je peux très bien avoir mes idées et elles se placent vraiment un petit peu partout. Et c'est ça. Et puis vouloir le bien. Bien sûr. C'est-à-dire le mec qui veut la guerre, il est dangereux. Ouais. Normalement, toutes les personnes voudraient la paix. On a l'impression qu'on dit une évidence, tu vois, quand tu dis ce genre de truc, c'est quand même aberrant. Bien sûr. Il y a un sujet justement qui revient beaucoup sur les quinquennats politiques, les derniers, c'est le sujet de l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que ton bouquin parle d'intelligence justement, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que l'école a toujours vocation à nous rendre plus intelligents? L'école, oui. Et je pense que la plupart des professeurs des écoles, la plupart des profs, en fait, poursuivent toujours ça. Faut bien penser, hein, le prof dans notre culture, quand il choisit d'être prof, il faut qu'il soit motivé pour l'être, hein, parce que clairement, il a très peu de reconnaissance, très peu et de la part des étudiants, et de la part des parents, et de la part de sa direction, et de la part du ministère. Enfin, je veux dire, il est soutenu par personne. Il est soutenu par personne. Ouais. On peut comprendre que de temps en temps, tu peux tomber, et on est tous tombés sur des gens un peu aigris, sur des gens un peu voilà, et c'est vrai, ou des gens qui abusaient de leur autorité de professeur, etc. Mais dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi. Tout le monde essaye de jouer le jeu et de fournir aux étudiants le maximum. Il y a deux problèmes, je pense, à l'école aujourd'hui. Le premier problème, c'est qu'on fait un focus actuellement, je ne sais pas pourquoi, sur l'éducation affective et sexuelle. Et
c'est bon. C'est-à-dire que je suis d'accord, peut-être que les parents font pas leur boulot là-dessus. Ça, je suis tout à fait d'accord. Peut-être qu'il faut cadrer un peu la société là-dessus. Mais c'est pas du tout le chantier prioritaire de l'éducation nationale. C'est pas le plus gros enjeu. Mais non, enfin, clairement. C'est un chantier important, mais c'est pas le chantier prioritaire. La deuxième chose, c'est qu'on a fait de l'école, on a vendu l'école en disant ça doit te servir pour avoir un métier plus tard. Mais il n'y a pas plus gros mensonge que ce truc. Mets-toi à la place du prof d'art plastique, toi tu connais, du prof de sport, du prof de musique, du prof d'histoire, du prof de littérature, qui sont obligés de survendre leur matière en disant « Mais si, regarde, peut-être que dans ton métier, tu devras... » Tu vas te servir de ça. Ouais. Mais arrête, le rapporteur, tu t'en sers plus, le compas, tu t'en es jamais plus servi. Le but de l'école, c'était de te donner du savoir pour nourrir ton intelligence. Bien sûr. Après, que tu prennes tes décisions pour ta vie, etc., c'est génial. Mais l'école ne va pas te permettre d'avoir un métier. Oui, l'école est décorrélée de justement ce fait d'aller de la vie professionnelle et de trouver un métier derrière. En tout cas, sur le fait de dire on te forme à un métier directement. Mais exactement. Ouais. Ou alors dans ces cas-là, et moi je suis vraiment, je reconnais la puissance de ces formations qui sont beaucoup plus intelligentes que par exemple le bac général. Se former directement. Aller directement avoir une compétence, l'intelligence de la main, l'intelligence de ce genre de choses, tu vois, sont beaucoup plus efficaces pour former l'intelligence que ces jeunes que tu bourres de culture générale, qui finalement vont faire en post-bac une formation encore plus de culture générale, qui à bac plus 5 se retrouvent à se dire « mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» et se retrouvent souvent dans des cabinets de conseil où ils sont surpressurisés, machin, et voilà, et puis font un burn-out, ou alors 30 ans plus tard se disent « mais en fait, j'ai jamais voulu faire ça de ma vie. » L'école devrait, à mon sens, avoir vocation, on en discutait tout à l'heure, mais développer l'esprit critique. Mais bien sûr. Et j'ai l'impression que cette fonction-là, elle est plus forcément assurée par l'école. Alors, est-ce que la faute, je ne sais pas à qui on peut rejeter la faute, c'est pas que les professeurs et que l'éducation nationale. Je pense qu'il y a une partie d'éducation aussi dans l'esprit critique. Mais on ressent que l'esprit critique est plus vraiment présent. On a du mal à... Oui, parce qu'en plus, on refuse la confrontation au réel. Pour avoir l'esprit critique, le meilleur esprit critique, il faut un moment que tu te manges le réel dans la tronche, quoi. C'est-à-dire, tu peux arriver avec toutes tes idéologies, tu peux arriver avec tout ton prêt-à-penser, tu vois, ton cadre sur le réel, et en fait, ça nous arrive tout le temps. Je veux dire, je jette pas la pierre là-dessus. Moi-même, je me corrige régulièrement. Tu vois, je te donne une petite anecdote, parce que je suis en train de préparer une suite de vidéos que je veux faire sur la philosophie de Michel Onfray. Michel Onfray, tu regardes mes premières conférences, j'arrive en disant mais c'est pas un vrai philosophe, mais c'est pas machin, il écrit des livres contradictoires, etc. Et voilà. Bon, j'avais mon prêt-à-penser, tu vois, là-dessus, tu vois. Et puis là, je suis en train de lire des livres qui sont beaucoup plus personnels de sa part. J'apprends quoi ? J'apprends qu'il a été battu par sa mère, qu'il a été laissé dans un orphelinat pendant 4 ans, alors que ses parents étaient vivants. Donc il dit lui-même « je suis mort à l'âge de 10 ans », que en gros toute sa philosophie c'est une philosophie de lutte pour la vie en fait, et que en fait moi je n'avais absolument aucune connaissance de ça, et j'y arrivais avec mon gros truc de gros jugement. Tu récupères des éléments qui te permettent de prendre conscience de sa pensée aussi. Exactement. Et ça c'est la confrontation réelle. Tu vois, tu te confrontes au réel et tu te dis mais en fait j'ai chié dans la colle depuis le début. En fait j'ai rien compris au personnage, et j'arrive avec mes idées confortables. Et est-ce que c'est pas justement aussi une preuve d'intelligence d'être capable de dire à un moment de sa vie je pense vraiment comme ça, et à un autre moment de sa vie, ah bah non, ma ligne conductrice et les expériences que j'ai vécues, les choses que j'ai lues, les choses que j'ai vues, que j'ai regardées, m'ont fait évoluer, et je suis capable de dire j'ai totalement changé d'avis. Est-ce que ça, c'est pas une preuve d'intelligence aussi ? Je pense que c'est ce à quoi normalement tout être humain devrait aspirer. Mais avec la lucidité, moi je pense que c'est ça qu'on doit exiger, de dire je me suis trompé. Pas de faire genre bon ok j'ai évolué mais je le dis pas. Non, c'est de dire bon en fait avant je pensais ça, j'étais vraiment dans l'erreur. Je prends l'exemple, tu vois, il y a un philosophe qui s'appelle Augustin, des premiers siècles. Il écrit un livre dans sa maturité qui s'appelle Les Rétractations. D'accord. Il relit tous ses bouquins et il note page machin, j'ai dit ça, c'était faux. Toutes les conneries qu'il a mis. Toutes les bêtises qu'il a dites, tu vois. Bon, on va pas faire ça parce que ce serait très compliqué, mais quand même avoir la lucidité de dire non,
là j'ai été trop hâtif, là j'ai été stupide. Et clairement, moi je sais très bien qu'il y a des trucs, ce qui est bien c'est qu'Internet n'oublie pas. Donc moi il y a des trucs dans lesquels, que je publie, et après tu as des gens qui me laissent des commentaires sur les vidéos. Je me dis mince, mais j'ai dit une énorme bêtise. Mais c'est un concept de etc. vidéo intéressant, ça. Reprendre des anciennes vidéos où tu dis attends, stop. Là, j'ai Ouais. dit une énorme connerie. C'est plutôt comme ça. C'est intéressant, ça. En vrai, ce serait hyper intéressant, mais il y aurait un petit côté narcissique. Ouais, c'est vrai. Je me regarde, Ouais, c'est pas je faux. me dis, Ouais. là j'étais quand même bien Ouais, habillé. ouais, Non, tu vois, J'étais beau gosse là. j'étais plus c'est jeune. bizarre. Mais tu vois, Ouais, mais en c'est vrai, pas faux. ça pourrait être intéressant sans se regarder, Hmm. mais peut-être de dire, Non, juste écoutez, avec l'esprit critique. comment j'ai nécessaire. évolué au niveau des thèses, bien Bien sûr. sûr. On va faire un petit jeu, François-Marie. Oui. C'est le jeu du débat impossible. Donc l'idée, c'est d'aller sur un sujet ultra clivant de société et de Ok. se dire, ok, François-Marie va nous répondre d'un côté Ah, en 30 ou 45 secondes ou une minute. Mm. Et puis ensuite, tu vas répondre vraiment comme si tu étais en opposition à ce que tu avais dit juste avant. à Donc fait. le pour, le contre. En le gros. schizophrène. Voilà, le jusqu'au schizophrène, bout. Ok, totalement. très bien. Le premier sujet, Ouais. c'est l'intelligence artificielle, révolution ou menace pour l'humanité. Je dois caricaturer les thèses ou j'essaie Ouais, de l'idée- les. Non, l'idée c'est de caricaturer un petit peu les thèses. D'accord, ok. À mon avis, à mon humble avis, l'intelligence artificielle, c'est une super opportunité. Une super opportunité à plein de niveaux. D'une part, parce que ça va virer énormément de métiers qui sont en fait des métiers, pardon de le dire comme ça, et c'est très violent, des métiers d'esclaves. Des métiers où finalement on n'a pas de réflexion, on n'a pas de machin, et en fait ça va optimiser les processus, ça va aller beaucoup plus rapidement, là où la patte humaine finalement est un peu négligeable, et en fait où il faut être efficace. Ok. L'opposition, Tu switches. je switch totalement. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va tout envisager en termes de performance, et absolument pas en termes de comment notre activité nous façonne. Et donc on va toujours voir l'efficacité du produit, donc on est vraiment dans la logique capitaliste libérale de la marchandisation de tout, etc. Mais en réalité, quand je fais quelque chose, quand je travaille, quand je fais quelque chose, l'important c'est pas tellement le résultat, mais c'est le processus par lequel j'arrive à ce résultat qui, moi, m'améliore. Incroyable. C'est intéressant. C'est une gymnastique intellectuelle qui est très intéressante de faire ça. Ah oui, C'est un exercice qu'on peut conseiller à tout le monde en Ah réalité. bah, normalement, tu vois, le principe d'une dissertation, Ouais. ce serait censé être ça. Mm. C'est-à-dire que tu essayes de... Et puis surtout, tu y mets de la bienveillance. Mm. C'est-à-dire qu'il faut un moment que ça te questionne. Tu vois, le but, c'est que chacune des thèses, tu te dises, OK, il exagère, mais est-ce qu'il n'y a pas un fond de vrai? Et tu prends de la hauteur sur le sujet. Exactement. Ouais. Deuxième sujet, Mm. faut-il bannir Chine et ou Temu en Europe? Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien que la plupart des personnes qui sont contre ce genre d'entreprise n'ont aucun problème à acheter sur Amazon, n'ont aucun problème en fait à accepter une autre hégémonie qui est l'hégémonie américaine, qui est absolument pas européenne en fait. Hein. Et donc, résultat, c'est un peu hypocrite. Autant laisser la possibilité à toutes les entreprises de pouvoir considérer l'Europe comme un marché, et puis on verra qui sera la meilleure. Et puis voilà, pour le consommateur, c'est quand même la meilleure option, c'est de donner d'autres possibilités, parce que sinon la situation de monopole, ça va nous couler. On se place du point de vue du consommateur de ce côté-là. Attention, Switch. En réalité, les valeurs que porte l'Europe dans son histoire, c'est plutôt des valeurs humanistes et de respect autant du travail que du travailleur. Or, il faut toujours se questionner quand une entreprise s'installe en Europe, si elle accepte, elle accepte le cahier des charges en fait de ces valeurs humanistes. Si ça n'est pas le cas, et si on remarque que chez Temu ou chez Chine ou chez d'autres marques, eh bien il n'y a pas ça, on est tout à fait en droit de dire bah, je suis désolé mais vous ne pouvez pas rentrer sur notre sol. Évidemment, ça implique qu'on fasse ça avec toutes les entreprises, hein, mais en tout cas, ça pourrait être une réponse. C'est super parce que tu vois, on a les deux côtés des réponses et j'ai l'impression d'avoir deux personnes différentes du coup en face de moi. Et est-ce qu'à un moment donné, toi, dans les débats, ça me fait rebondir, mais tu vois, ça m'a fait réfléchir à ça. Est-ce que dans un débat, tu vas avoir quelqu'un qui t'envoie un argument, est-ce que tu es capable encore d'être d'accord avec cette personne et d'aller dans son sens, ou tu vas toujours justement te positionner de l'autre côté parce que tu as cet esprit critique, justement? Alors en fait, là on jouait, donc c'était bien sûr. marrant. Quand je débat avec quelqu'un, je me mets rarement dans... J'essaye, parce que parfois tu as les passions qui t'entraînent et tout ça, mais j'essaye de me mettre
dans la position, non pas de celui qui soutient une thèse, Je comprends. mais celui qui attaque la thèse adverse. Pourquoi cette posture? Le but, c'est de savoir si la thèse que soutient l'autre, elle tient. C'est-à-dire que moi, par exemple, tu me sors un sujet, je sais pas, la Terre est plate. Voilà, la Terre est plate. Ok. Mon but, c'est pas de te dire la Terre est ronde, c'est de savoir si la Terre est plate, ça tient. Et tu vois, et la posture est beaucoup plus Bien intéressante sûr. parce que je me mets pas en opposition à ce que Non, tu tu dis. remets en question. Je veux savoir si ta thèse tient. Si elle tient, c'est super. Si elle tient pas, ça marche pas. Bon, et alors, t'en penses quoi des platistes? Non, je rigole. Oh, mais le complot, c'est hyper intéressant. Ouais. Ah bah oui, oui. Les théories du complot, c'est hyper intéressant. Parce que ce qui parle, c'est à la fois des vraisemblances, à la fois des passions, à la Bien fois sûr. des raisonnements. C'est des choses qui se mélangent. C'est hyper complexe. Ouais, bien sûr. C'est très intéressant pour l'être humain. J'aimerais qu'on parle aussi, je l'ai abordé en introduction, mais j'aimerais qu'on parle de l'association qu'on va soutenir dans le cadre de cette émission avec toi, François-Marie. C'est l'association Parole d'Homme. Je voudrais que tu nous la présentes pour savoir un petit peu. Bon, ça a un lien avec ce que tu fais, ton métier, etc. Ouais. Mais je voudrais que tu nous la présentes pour savoir un petit peu pourquoi on devrait encourager les gens à acheter les cartes pour soutenir. Alors, t'as interviewé Mehdi. Ouais. Mehdi Jadi, ouais. Mehdi Jadi, qui a dit un truc très très juste. En fait, cette initiative, elle est géniale. Et en même temps, quand tu vois le nombre d'associations possibles, tu es toujours pris d'un espèce de vertige. C'est-à-dire vers quoi ça doit aller. Bien sûr. En fait, moi, ce qui m'a profondément ému dans la démarche de Luc Desroches et Alban Le Achard, président de l'association. exactement, qui ont fondé cette association, c'est qu'il y avait une dimension sociale à la formation, à la prise de parole. Parce que c'est ça, en fait, le cœur de cette association. Elle aide les personnes qui souhaitent être renforcées dans leur capacité à prendre la parole, à être capable de dire un discours, à être capable dans n'importe quel contexte, en fait. Ça va de l'homme politique, en passant par l'homme religieux, en passant par le gars en entreprise. La prison, exactement, le SDF. Et ils se sont rendus compte que être capable de parler et d'être écouté avait quelque chose de profondément consolant. Mais consolant pas au sens de ouin machin, vraiment de consolant dans sa dignité. Et reprise de confiance en soi, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, c'est ça. Il y a une reprise de confiance en soi et en plus, ça n'est pas une fatalité. Il y a des personnes qui sont persuadées que non, moi je suis timide, moi je ne peux pas parler en public, moi je peux pas y arriver. Mais non, c'est pas vrai. Et en fait, ce genre d'injonction que tu as dans la tête, c'est énormément de blocage que ce genre d'association, et notamment Parole d'Homme, ils sont très efficaces là-dedans. Moi, j'ai vu, en fait, Luc, je l'ai connu parce que je lui ai demandé de donner des cours de théâtre pour mes étudiants. J'ai vu des transformations, mais quasiment thérapeutiques pour des étudiants, sur leur capacité à être au monde. J'aime pas cette expression, mais à être face au monde, à être dans le monde, etc. Très effacé au début et après ce cours. Qui ont appris à exister, entre guillemets, face aux autres, etc. Et en fait, cette association, je trouve qu'elle mérite... parce qu'il y a beaucoup d'associations de prise de parole, voilà, et qui sont très bien, qui font un super travail. Mais là, il y a une dimension quasiment existentielle. Il y a du concret, comme on disait tout à l'heure. Il y a une science du concret là-dedans. Exactement. Bien sûr. Au-delà de simplement juste des petits tips pour t'aider, il va pas aimer le mot tips, des petits conseils en tout cas, parce qu'il aime bien la précision dans les mots. Des petits conseils pour t'aider à avancer et voilà, et à mieux parler. Et bien en plus, il y a un travail de fond et je me suis souvent... j'ai beaucoup discuté avec lui sur la question de la vérité. Pour lui, il n'y a pas de prise de parole possible et réellement épanouissante pour la personne s'il n'y a pas une prise en compte de la vérité de soi, la vérité de ce que j'ai à dire, la vérité face au monde, tu vois, ce genre de choses. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de la soutenir. On créera des cartes à ton effigie avec le logo de l'association qui seront disponibles donc sur les différents réseaux sociaux, nos réseaux sociaux, sur le site de Giftasso. Ouais. Et ça permettra donc de financer en partie, pour les cartes qui seront vendues, l'association Parole d'Homme, et donc de faire avancer justement peut-être refaire prendre confiance en eux à des personnes qui sont en prison, des SDF, etc. On en a parlé, donc vraiment beau projet aussi. Tu abordes aussi dans le livre, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le sujet de la clarté des propos. Le fait de savoir expliquer quelque chose. Tu m'as dit tout à l'heure, très justement, je pense, que
quelqu'un qui t'explique quelque chose, si tu ne le comprends pas, c'est que c'est pas forcément bien expliqué, etc. Je trouve que c'est un des critères de l'intelligence, le fait d'avoir de la clarté dans les propos. La clarté dans les propos, elle suppose que tu sais à qui tu parles. Et donc ça prouve que tu es un peu attentif, en fait, Analyser. simplement à ton réel. Bien sûr. C'est-à-dire que si je parle à un enfant de 4 ans, si je parle à quelqu'un qui a bac plus 9, si je... eh bien, il faut que je sois audible des deux, de tous, en fait. Bien sûr. Et tu vois, souvent, les gens sont un peu frileux, tout à l'heure on en a parlé, mais sont un peu frileux sur le terme de vulgarisation. Mais le travail de vulgarisation, c'est un travail qui vise à dire la chose sans l'atténuer, sans la transformer, mais de telle sorte qu'elle soit audible. Quelqu'un qui n'est pas capable de faire ce travail-là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent du tout, ça veut dire juste qu'il lui manque quelque chose dans l'intelligence. Et notamment, c'est lié à notre deuxième activité, énoncer la vérité, de l'intelligence. Boileau disait « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Si tu n'es pas capable de l'énoncer, d'énoncer ta thèse ou ta pensée, ça veut dire que tu es travaillé par autre chose. Bien sûr. Je le vois, moi, quand tu corriges des copies, les étudiants que tu ne comprends pas dans leurs copies, c'est quoi? C'est très simple. Ils veulent te plaire. Quand ils écrivent, ils ont peur d'avoir une mauvaise note, donc ils veulent te plaire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment leur manière de parler de telle sorte qu'ils soient compréhensibles. Mais ils sont plus compréhensibles. Alors que s'ils me parlaient en direct, je les comprendrais tout à fait. Oui, je comprends. Donc c'est juste ça. Pour être intelligent, il faut être capable de bien concevoir déjà ce que l'on conçoit, et puis de s'adapter à la personne qui est en face de toi. Adapter son propos, ouais. Exactement. Oui, tu dois être capable de l'expliquer à une classe de maternelle comme à la fac, quoi, entre guillemets, c'est ça. Et quelqu'un qui est intelligent, quand il te parle, tu te sens intelligent. Tu vois, moi il te valorise, je suis d'accord avec toi. Oui, Ouais, et j'ai un de mes profs, moi, qui m'a énormément appris, qui s'appelle Bernard de Castera, redoutablement intelligent. Quand il te parle, quand tu l'écoutes, tu as l'impression que c'est une conversation simple, normale, etc. Alors que c'est hyper profond, c'est hyper ciselé, c'est hyper tout ce que tu veux. Et moi, je ressortais de là en me disant « Waouh, mais en fait, j'ai tout compris. » En fait, c'est lui qui s'est adapté à mon niveau. C'est pas du tout moi qui suis plus intelligent, c'est lui qui s'est adapté à mon niveau. Mais tu t'es dit « Tiens, je suis au niveau de cette personne-là. » Exactement. Ouais, bien sûr. Et de fait, tu vois, tu as certains philosophes qui écrivent, tu as l'impression qu'ils ont écrit pour ne pas être lus. Ou juste pour dire regardez, je suis très intelligent et vous comprendrez pas ce que je dis. Et c'est un jargon et tout ça. Alors c'est sûr, il y a l'activité de l'écrit qui complexifie un petit peu le truc, mais bon, tu as certains philosophes, c'est vraiment, ils se font plaisir, quoi. Ça me fait la transition sur la prochaine question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a certains politiques ou même à la télé des personnalités publiques qui complexifient leurs propos exprès pour pas forcément être compris? Mais oui. Ouais. Ouais, bah en plus, c'est une technique rhétorique foireuse et nulle. Faut savoir un truc, c'est qu'un homme politique, tout son enjeu, quand il est en débat ou quand il est en discussion avec un journaliste, c'est de gagner du temps. Pour réfléchir. Et donc, en fait, il a des éléments de langage sans pour autant arrêter de parler. Donc, il a des éléments de langage qui va te balancer à la tronche. Ouais, je vois très bien. Tout en ayant un arrière-fond de « oh là là, faut que je m'en sorte de cette histoire, faut que je trouve un moyen de répondre, etc. » Ce qui fait que, en fait, il te dit du vent, qui est incompréhensible. Champion du monde, toute catégorie, c'est notre président, où en fait, ce qu'il dit est volontairement confus, c'est volontaire, hein. C'est des éléments de communication, il est très conseillé là-dessus, de ne pas dire directement ce qu'il pense. Et il y a un ton, c'est insupportable, il y a un ton politique où on sait très bien que allez, arrête de te la jouer. Pendant 20 à 30 secondes, il est en train de réfléchir à sa réponse. Mais c'est insupportable. Ouais, et en fait, je me souviens, je crois que c'était l'émission Quelle époque, où il y avait Gabriel Attal et Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari, qui est tendance à être une brute de fonderie, il envoie des tacles. Et qui envoie des tacles. Et Gabriel Attal qui essaye de trouver son jargon politique. Ça marche pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but, c'est de parler. C'est de parler. Quand on parle, qu'est-ce que c'est que la parole? C'est de dire un concept. Si tu parles pour ne pas dire quelque chose, tais-toi. Ouais, encore une fois, donne-nous du concret, quoi. Ouais, tais-toi. Ouais, pas forcément du concret. Tu vois, je peux te parler de choses très profondes. On peut te parler d'amour. Si je te dis que l'amour, c'est une lumière qui finalement nous unit dans le partage, pipeau, grosse caisse triangle, on n'a rien fait. Si je te dis par contre, écoute, l'amour, c'est la meilleure énergie intérieure que tu as pour pouvoir
faire le bien à quelqu'un. Ouais, mais tu m'as dit quelque chose. Pour moi, c'est ça le. Voilà, Ouais. là, ça te parle parce Ouais. que en réalité, je t'ai pas dit n'importe quoi. Alors que la Mm. lumière du partage, du machin, Mm. bon, on s'en Mm. fout, tu vois. Oui, c'est des mots très complexes. Exactement, Ouais, oui. ouais. Oui, donc on est d'accord sur ça. Moi, c'est un peu la sensation que j'avais quand tu regardes beaucoup de politique, hein. Là, on a cité Emmanuel Macron, mais je pense que c'est. Ah mais non, mais c'est- attends, là, attention, d'un point de vue politique, je suis Ouais, anti ouais. Emmanuel Macron comme je suis anti tous les hommes Ouais, politiques ouais, quasiment. ouais. Il y en a quelques-uns que je rencontre et c'est très paradoxal. Quand on les rencontre dans la vraie Bien vie, sûr. ils sont très profonds, souvent gentils. Ils sont, je veux dire, assez intelligents parce qu'ils saisissent parfaitement comme les journalistes, hein, quand vous les rencontrez, ils sont au dehors des plateaux et ils vous disent de manière très lucide l'horreur que c'est sur le plateau. Alors on leur dit mais les gars, Oui, t'y mais es tout ça, c'est de la manipulation Bah, de masse, etc. pour pouvoir. oui, alors, c'est un peu un système qui s'emballe, c'est-à-dire que sans voir une main intentionnelle de manipulation de masse, on a vraiment une structure qui s'encourage elle-même, Ouais. c'est-à-dire que bah, il faut bien bouffer, donc bah, j'obéis aux recommandations qui me sont faites, mais les recommandations qui me sont faites bah, détériorent le débat, sauf que comme je peux plus trouver d'autres boulots, vu que j'étais dans ce genre de débat qui a Je suis été bloqué détérioré, là-dedans. je suis bloqué là-dedans, donc en fait Tu c'est parlais de circularité tout à Bah l'heure. oui, non, mais là, Ça rentre là-dedans on aussi. est complètement là-dedans, ouais. L'image qui te vient en premier quand tu penses à ton enfance. C'est le jardin de mes grands-parents. Est-ce que tu peux nous donner ton souvenir le plus douloureux? C'est quand je reçois un SMS de mon ex qui m'apprend qu'elle m'a trompé. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment as-tu vraiment pris conscience de la fragilité de la vie? Quand mon père a été dans le coma pendant la période du Covid. Tu peux nous avouer ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est ma femme et mes enfants. La personne qui te manque le plus au monde? Ma marraine. Est-ce qu'il y a un sujet qui te met très mal à l'aise? L'abus sur les enfants. Un personnage politique que tu trouves très très hypocrite? Éric Zemmour. Et enfin, le plus gros défaut des facultés publiques en France? Le repli sur soi. Merci François-Marie. Tu peux retirer le masque. Aujourd'hui, donc, on a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. Toi, tu es très très présent sur les réseaux sociaux. Et c'est pareil, c'est une question un petit peu clivante, entre guillemets, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les réseaux sociaux, ça rend les jeunes, parce que la plupart, oui, encore tout le monde est sur les réseaux sociaux maintenant, mais est-ce que ça peut rendre plus bête? Ah oui. Ou moins intelligent? Ah, ça peut rendre plus bête. Ah oui, oui, ça peut rendre plus bête. En fait, il y a un phénomène. Tu vois, en termes d'hygiène de vie, ce que tu mets dans ton assiette, ça a un effet sur toi. Bien sûr. Ce que tu mets dans ton cerveau, ça a un effet sur ta pensée aussi. Donc, si les réseaux sociaux te suralimentent en stupidité, tu vas devenir plus stupide. Si les réseaux sociaux sont équilibrés, tu vas avoir une pensée un peu équilibrée. Si les réseaux sociaux sont très intelligents, eh ben, tu vas devenir plus intelligent. Ce qui est intéressant, c'est que souvent les gens maudissent un peu, tu vois, les recommandations qu'ils vont avoir, etc. Mais c'est des machines, c'est des algos. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que les mecs, ils ont regardé ce que tu regardais le plus souvent. Ouais, c'est un peu piégeux du coup. Eh ben Parce oui. que du coup, alors ça va faire 3 fois qu'on l'utilise, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, entre guillemets, dans le sens où, donc la circularité, comme tu dis. Ah bah t'es dans ton monde. Bah oui, c'est ça. C'est Ah que, bah oui. en fait, on te rebalance des trucs que tu as déjà regardés. Donc pour t'ouvrir à autre chose, Ah bah c'est compliqué. c'est très compliqué. Et c'est pour ça que le réseau social ne peut pas remplacer, et c'est pour ça que là je le dis pour les jeunes comme les moins jeunes, hein, le réseau social ne pourra pas remplacer, par exemple, une activité comme la lecture, ou le fait de regarder des films, ou le fait d'écouter des grandes émissions, des choses comme ça. Ça ne pourra pas le remplacer. Pourquoi ? Parce que ça va te nourrir à partir de ce que tu es déjà. On a parlé d'intelligence artificielle, c'est un peu la même chose. Les intelligences génératives, elles ne créent pas. Elles créent que à partir de ce qui a été fait avant. Déjà, bien sûr. Donc, l'inventivité qu'il y a, c'est un vase clos. Au bout d'un moment, il va falloir qu'on continue à l'alimenter, l'intelligence artificielle, parce que ça ne marchera pas. Sinon. Eh bien, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Moi, il y a un autre phénomène, et là, c'est plus du point de vue des sciences cognitives. Les formats courts
ultra dopaminé, c'est-à-dire vraiment qui te récompense tout de suite. Qui te balance beaucoup de Ouais. récompenses dans le cerveau, ça que Exactement, ouais. Et ben en fait, ça par contre, ça peut t'empêcher d'avoir le goût de l'effort. Tu vois, toi qui es très en lien avec des formations qui sont exigeantes du point de vue de la volonté, parce qu'en fait, justement, pour travailler son corps, il faut une volonté très forte. Bien sûr. Eh bien, tu le vois bien que plus on est dans le confort, plus c'est difficile, en fait, de sortir de ça. Ouais, exactement. Eh bien, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Plus tu es dans un confort cognitif, plus ça va être compliqué pour toi d'apprendre d'autres trucs qui seront moins dans le confort cognitif. Et c'est en cela que ça peut rendre plus débile. Oui, c'est l'image de la personne qui va rester souvent dans son canapé, etc. Plus elle va rester dans son canapé, plus c'est dur d'en sortir, quoi. Ouais. En gros, c'est ça. Exactement. Mais un exemple tout bête, là, l'hiver est en train d'arriver à toute berzingue. Tu as l'habitude de te prendre des douches brûlantes, et bah, ça va être très difficile pour toi l'hiver, en fait. Donc il faut que tu te dises, bah, il va peut-être falloir que je réduise un peu les douches brûlantes. Bien sûr. Ah, c'est hyper dur. Mais tu sors de ta zone de confort. Ah bah c'est clair. Eh bien c'est la même chose au niveau intellectuel. Si tu ne fais que lire ou écouter des gens avec qui tu es d'accord, mais en fait, mais c'est naze. Moi, il y a des gens qui m'en veulent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais c'est super. Oui, ça veut dire qu'ils écoutent des gens avec qui ils sont pas d'accord. Exactement. Et puis arrête de m'en vouloir. C'est-à-dire que je ne t'impose rien, je te demande pas d'être d'accord avec moi. C'est super si t'es pas d'accord. Et moi, je me trompe sûrement. Et tant mieux, t'as de l'avance. Mais t'as entendu un autre avis. Mais t'as entendu un autre avis. Ça, c'est top, ouais. Et ça va te sortir du confort tu vois, les chaînes d'infos qui sont trop dans une certaine cohérence. Mais en fait, c'est trop dommage. La ligne éditoriale, elle est mauvaise, en fait. Même, et on me dit, le journalisme, c'est toujours une ligne éditoriale. Bah oui, mais ça rend des gens débiles. Bien sûr. Parce qu'on suit trop une ligne, justement. Mais oui, c'est-à-dire, on s'en fout de ta ligne, on l'a compris, c'est bon. On a compris que tu étais à gauche, on a compris que tu étais à droite, etc. Bon, maintenant, parle-nous du réel, qui n'est ni à droite ni à gauche, bizarrement. Sur ces mots, François-Marie, on va terminer le podcast. Ouais. C'est vraiment un grand plaisir de t'avoir reçu. La conversation était très très intéressante. Merci Fabio, j'ai rarement eu des questions aussi intéressantes. C'est très gentil, mais franchement c'était très intéressant. Les questions sont faites justement parce que l'invité est intéressant, donc je te renvoie un petit peu l'ascenseur sur ça. Mais voilà, tu es auteur, donc je le rappelle, du livre Devenir plus intelligent, c'est possible, aux éditions Serre. Donc vous pouvez l'acheter, je pense qu'un petit peu dans toutes les librairies, il est disponible partout. Ouais. Je vous encourage à le lire parce que je pense qu'à un moment donné, une personne aussi intéressante sur les réseaux ou en vidéo, là, comme sur le podcast, je pense que ça va être très intéressant pour beaucoup de gens. Je vous encourage vraiment à l'acheter parce que je pense que ce livre-là va faire prendre conscience à beaucoup de monde qui se dit je peux pas être plus intelligent ou je suis bloqué par des concepts un peu sociaux, etc. Qu'on peut sortir de sa zone de confort et qu'on peut devenir plus intelligent même si à la base on n'est pas issu de... Voilà. Et c'est ça aussi que je veux faire comprendre aux gens. Donc merci beaucoup. Oui, merci à toi Fabio. C'était une très belle interview.